Quelque part dans la Meuse, il existe un village avec un maire élu, un conseil municipal, un budget voté chaque année par l'État et 0 habitant. Aucun, depuis 1918. Il existe un endroit, à 8 km de Verdun, où le sol contient encore 12 millions d'obus non explosés, 150 000 corps non retrouvés et des concentrations d'arsenic 17 fois supérieures au seuil de dangerosité, et où l'accès reste interdit par arrêté préfectoral, renouvelé chaque année depuis un siècle. Il existe un village français dont la mairie est encore ouverte, dont les actes de naissance sont encore enregistrés, dont les délibérations du conseil sont encore signées, et dont la population officielle est, depuis le 22 août 1917, de 0. 10 villages, 10 fantômes administratifs, et au moins 3 d'entre eux vont vous faire stopper et rembobiner. Entre 1914 et 1918, la bataille de Verdun a duré 303 jours et tué ou blessé plus de 700 000 hommes sur une surface de 60 km². Quand les combats se sont tus, 9 communes de la Meuse avaient été si complètement détruites, bâtiments rasés, sous-sols saturés d'explosifs et de gaz de combat, terres contaminées pour des siècles, que l'État a décidé qu'elles ne seraient jamais reconstruites. Il les a maintenues en vie administrativement. Maire nommé, budget versé, registre tenu. Communes sans habitants, gérées comme des communes normales, pour que les morts ne soient pas aussi effacés des registres. Ce sont des communautés que le monde extérieur a construites quand il avait besoin de quelque chose. Des hommes pour mourir sur ces collines. Et abandonnées dès que ce besoin a disparu. Aumont près Samonieux se trouve dans la Meuse, à 12 km au nord de Verdun, sur une crête calcaire battue par un vent qui ne porte plus que l'odeur d'herbe rase et de terre retournée, là où les sapeurs du génie continuent de déterrer des obus chaque printemps, quand les labours mécaniques, interdits, sont remplacés par des sondes à main. Le panneau communal est encore là, encore planté au bord de la D38, encore avec le nom de la commune en lettres noires sur fond blanc, encore indiquant « Aumont près Samonieux », comme si c'était une commune normale. Il n'y a rien derrière le panneau. Pas de maison, pas de rue, pas de fontaine. Juste des prairies et des ondulations dans le terrain qui indiquent, pour qui sait les lire, où étaient les rues, les caves, les puits. Et tout a changé du jour au lendemain en février 1916. Au pic de sa vie, Aumont comptait une église du XIIe siècle, un lavoir communal, 2 fermes familiales, une école primaire, une boulangerie et 340 habitants dont la majorité travaillait la terre de la Woëvre, du blé, des betteraves sucrières, de l'orge. C'était un village de la plaine meusienne ordinaire, ni riche ni pauvre, avec ses querelles de voisinage et ses fêtes du village. Les femmes lavaient le linge au lavoir le lundi. Les hommes labouraient les champs de la Woëvre. Les enfants allaient à l'école en sabots sur les pavés. Le village a été pris et repris 13 fois entre février et juin 1916. La dernière fois que les soldats français en sont sortis, il ne restait plus un seul mur debout. Pas d'incendie délibéré. Pas d'explosion volontaire. Juste 4 mois d'artillerie continue. Les fondations de l'église de Aumont sont encore repérables sous les herbes, encore identifiables par les sondages archéologiques réalisés en 1998, encore délimitées par des pieux de bois que le département de la Meuse replante chaque fois que les pèlerins du souvenir les arrachent. La croix du monument aux morts a été replantée à l'entrée du site en 1922. Elle est encore là. La plupart des voyageurs sur la D38 ne ralentissent pas. La plupart continuent. C'est tout. Cumières-le-Mort-Homme porte son nom depuis une décision municipale de 1922. Avant, c'était simplement Cumières, un village de vignerons de la Meuse, 430 habitants, des caves à vin dans le calcaire de la colline, une église baroque du XVIIe siècle. Le village se trouve à 9 km à l'ouest de Verdun, sur les pentes de la colline du Mort-Homme, ainsi nommée depuis le Moyen-Âge, bien avant que ce nom devienne une prophétie. L'ossuaire communal est encore là, encore entretenu par les bénévoles de l'association des communes fantômes de la Meuse, encore avec ses plaques de marbre gravées des noms des familles qui vivaient ici avant 1916. Ce qui rend Cumières particulier dans cette liste est son nom, le seul village de France à avoir officiellement intégré le nom du champ de bataille qu'il a détruit dans son propre nom. Ce qui a suivi les combats de mars 1916 était difficile à croire. Au pic de sa vie viticole,
Cumières produisait un vin meusien réputé, tiré des vignes en terrasse sur les pentes sud de la colline du Mortom, vendait sa production jusqu'à Verdun et Bar-le-Duc, comptait un pressoir communal construit en 1843, une coopérative de vignerons avec 28 membres, 2 cafés-restaurants et une économie mixte agriculture-viticulture qui avait traversé la guerre de 1870 sans trop de dommages. Près de 430 personnes habitaient le village. Le soir des vendanges, tout le village sentait le raisin écrasé. Les femmes portaient les hôtes depuis les vignes, les enfants chapardaient des grappes. La colline du Mortom a été disputée pendant 8 mois, entre mars et novembre 1916. Les vignes ont été labourées par les obus, le pressoir a été détruit, les caves à vin sont devenues des abris pour les fantassins. En 1922, la commune a ajouté le Mortom à son nom, comme refus d'oublier, comme insistance. Les tonneaux du pressoir communal de 1843, ou ce qu'il en reste, des douelles calcinées et des cercles de fer, sont encore sur le site de l'ancien pressoir, délimité par 4 bornes de pierre. La plupart des visiteurs de la zone de Verdun ne savent pas que Cumières produisait du vin. La plupart continuent. C'est tout. Louvemont revient sans cesse dans ce genre de liste. Il y a une raison à cela. Louvemont-Côte-du-Poivre se trouve dans la Meuse, à 10 km au nord de Verdun, sur un versant calcaire que les cartes d'état-major de 1916 appelaient Côte-du-Poivre, un repère topographique devenu nom de commune après la guerre, quand l'État a voulu que le paysage lui-même témoigne. La stèle du village est encore là, encore en calcaire meusien, encore gravée des 47 noms des familles qui habitaient ici en 1914, encore entourée de prairies qui ondulent doucement au-dessus des anciennes lignes de tranchées. Mais avant 1916, Louvemont était un village de cultivateurs ordinaires. Des familles dont les arrière-grands-parents avaient construit ces maisons pendant la paix du Second Empire et qui n'avaient aucune raison de penser que leur village serait un jour un enjeu stratégique. En quelques mois, tout avait basculé. Au pic de sa vie, Louvemont comptait 47 familles, 298 habitants, une école mixte, une église du XVe siècle avec un clocher visible depuis les villages de la plaine, un forgeron, un charron, 2 épiceries et des champs de betteraves sucrières s'étendant jusqu'à la crête de la côte du Poivre. Le matin, les hommes partaient au champ avant le lever du soleil. Les femmes préparaient le repas de midi sur des cuisines à bois. Les enfants de l'école chantaient à travers les fenêtres ouvertes les jours d'été. La côte du Poivre a été prise par les Allemands le 24 février 1916. Elle a été reprise par les Français le 15 décembre 1916. Entre les deux dates, le village avait cessé d'exister. Les 47 familles de Louvemont n'ont jamais pu rentrer. Elles ont été dispersées dans les communes de Meuse, de Meurthe-et-Moselle et de Paris. La mairie de Louvemont est tenue aujourd'hui par un maire délégué nommé par le conseil municipal de la commune associée. Il gère un territoire de 3,8 km² où vivent 0 habitant permanent et reçoit une dotation de fonctionnement de l'État. Ces délibérations sont archivées à la sous-préfecture de Verdun. La plupart des gens qui visitent Verdun vont à Douaumont. Ils ne font pas le détour de 4 km pour Louvemont. La plupart continuent, c'est tout. Beaumont-en-Verdunois se trouve dans la Meuse, à 9 km au nord-est de Verdun, sur un plateau que la forêt a entièrement repris depuis 1919. Des chênes, des bouleaux, des charmes qui ont poussé dans les cratères d'obus, sur les lignes de tranchées, au-dessus des caves effondrées, transformant en 3 générations ce qui était des champs cultivés en une forêt dense que l'on ne peut pas pénétrer à pied sans s'enfoncer jusqu'aux genoux dans les trous. La signalisation forestière est encore là, encore avec les panneaux rouges « Zone dangereuse », obus non explosés, accès interdit, plantés à 50 mètres les uns des autres sur tout le périmètre. Ce qui rend Beaumont particulier est la permanence de son danger. 107 ans après l'armistice, ce village ne peut pas être visité librement, même pour un pèlerinage, même pour des archéologues, même pour des descendants des familles qui vivaient ici. Les événements de l'été 1916 étaient inévitables. Au pic de sa vie agricole, Beaumont comptait 354 habitants, une grange communale, une école primaire avec 42 élèves, une boulangerie livrant les fermes alentour chaque matin, un four à chaud actif utilisant le calcaire local
et 2 familles d'artisans dont les produits, chariots, meubles, outils agricoles, étaient vendus dans toute la région de Verdun. Le boulanger partait à 4 heures du matin avec sa charrette pour livrer les fermes. Il rentrait à midi avec les paiements en nature, des œufs, du lait, parfois un fromage. La batterie allemande de 380 mm, installée à 3 km au nord, a bombardé Beaumont de manière continue pendant 22 jours en août 1916. Il ne restait plus un seul mur debout quand les artilleurs ont changé de cible. 12 millions, c'est le nombre d'obus non explosés estimé dans la zone rouge de la Meuse en 2024. Laissez ce chiffre s'installer un instant, soit environ 200 obus par habitant qu'avait la région en 1914. La forêt qui couvre Beaumont en Verdunois est appelée la forêt de la mort par les forestiers de l'ONF qui l'entretiennent à distance. Ils ne s'y enfoncent pas. La plupart des visiteurs de Verdun ne savent pas que ce village existe. La plupart continuent, c'est tout. Vaux-devant-Dameloux se trouve dans la Meuse, à 6 km à l'est de Verdun, sur un plateau calcaire que le fort de Vaux domine depuis sa masse de béton et d'acier. Un fort connu dans le monde entier pour la résistance héroïque du commandant Raynal en 1916. Le village qui s'étendait à ses pieds est inconnu. La cloche de l'église de Vaux est encore là, encore suspendue à sa charpente métallique, érigée en 1921 sur le site de l'ancienne église, encore sonnant pour les cérémonies du souvenir de novembre. Mais le village de Vaux n'existe plus depuis juin 1916, quand les Allemands ont pris le fort et que les obus français destinés à le reprendre ont achevé ce que les obus allemands avaient commencé. Ce qui a suivi le siège du fort de Vaux était difficile à croire. Au pic de sa vie, Vaux-devant-Dameloux comptait 392 habitants, un moulin sur le ruisseau de la Vaux, une auberge accueillant les officiers de la garnison du fort voisin, 2 épiceries, une boucherie, un café-tabac et une église dont le clocher servait de repère de tir aux artilleurs des 2 camps. Les soldats en permission du fort de Vaux descendaient au village pour boire. Les femmes apportaient du ravitaillement au poste de garde. Les enfants, qui n'avaient pas encore été évacués, copiaient leurs leçons dans la cave de l'école. Le clocher de l'église a servi de point de visée à l'artillerie allemande pendant toute la bataille. En juin 1916, un obus de 210 mm l'a abattu. L'artillerie française a ensuite nivelé le reste pour reprendre le fort. La cloche récupérée dans les ruines en 1921 sonne encore le 11 novembre. Elle est la seule chose sauvée du village original. Son battant est fêlé depuis un impact d'éclats d'obus. Elle sonne un peu moins juste depuis ce jour-là. La plupart des gens qui visitent le fort de Vaux ne descendent pas jusqu'au site du village. La plupart continuent, c'est tout. Si Vaux-devant-Dameloux vous a déjà convaincu, abonnez-vous. La suite est encore plus difficile à croire. Le numéro 5 a quelque chose que les autres n'ont pas, une histoire de retour raté. Orne se trouve dans la Meuse, à 11 km au nord-est de Verdun, dans une dépression du plateau calcaire que les arbres ont envahi depuis 100 ans et qui ressemble aujourd'hui à une forêt ordinaire. Sauf pour les ondulations régulières du sol, sauf pour les stèles blanches qui émergent d'entre les troncs. L'enseigne de l'auberge de Orne est encore visible sur la façade effondrée d'un bâtiment que l'on peut apercevoir depuis la route forestière. Encore en métal rouillé, encore gravé « Auberge du centre ». Encore là où le dernier aubergiste l'a posé avant l'évacuation d'août 1914. En quelques mois, tout avait basculé. Au pic de sa vie, Orne comptait 750 habitants. Un château d'eau communal construit en 1908, une pharmacie, un médecin résident, un instituteur, une boulangerie livrant par charrette 3 villages voisins et une église du XVIe siècle dont les fonds baptismaux avaient été donnés par l'évêque de Verdun en 1623. C'était l'un des villages les plus prospères du plateau de la Vouèvre. Le médecin faisait ses visites à cheval le matin, la pharmacienne préparait ses remèdes dans une arrière-boutique qui sentait l'alcool et le camphre. Les enfants de l'école débordaient dans la cour les jours de chaleur. En 1923, une association d'anciens habitants a tenté de reconstruire Orne. Ils avaient des plans. Ils avaient un financement partiel de l'État.
Ils sont revenus sur le site 3 fois entre 1923 et 1926. À chaque retour, les équipes de déblaiement trouvaient de nouveaux obus, de nouveaux corps, de nouveaux secteurs impossibles à sécuriser. En 1926, l'État a confirmé l'interdiction définitive. Orne ne serait jamais reconstruite. Les fonts baptismaux de 1623, sauvés avant l'évacuation, sont aujourd'hui au musée de Verdun, encore en calcaire sculpté, encore avec leurs ornements d'anges et de feuilles d'acanthe. Ils ont baptisé des générations de familles d'Orne. La dernière cérémonie de baptême dans l'église d'Orne a eu lieu en juillet 1914. La plupart des visiteurs du musée de Verdun ne lisent pas les étiquettes des objets. La plupart continuent. C'est tout. Bezonvaux se trouve dans la Meuse, à 14 km au nord-est de Verdun, sur un versant boisé que la forêt domaniale de la Reine a complètement absorbé. On ne distingue plus les ruines des décombres naturels, sans carte et sans connaissance du terrain. La stèle commémorative est encore là, encore entretenue par la commune associée d'Orne, encore avec les noms des 97 habitants de Bezonvaux gravés dans la pierre, encore au carrefour des 2 chemins forestiers qui marquent ce qui était autrefois le centre du village. Ce qui rend Bezonvaux unique dans cette liste est son statut particulier. La commune a été entièrement reconstruite, mais dans un autre endroit. En 1923, les 28 familles survivantes ont fondé Nouveau Bezonvaux, à 4 km à l'ouest. En 1955, elles ont abandonné le nouveau village aussi, faute d'économie viable. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Au pic de sa vie, le Bezonvaux d'avant 1914 comptait 480 habitants, une église, un school, 3 cafés, une forge, 2 épiceries, un facteur à cheval desservant les fermes isolées et des champs de céréales descendant jusqu'à la vallée de la Meuse. C'était un village actif, ni pauvre ni riche. Les familles dînaient ensemble le dimanche après la messe. Les voisins s'empruntaient les outils. Les enfants jouaient dans la rue principale après l'école. Bezonvaux a été bombardée sans discontinuer entre février et décembre 1916. Elle n'a jamais été reprise intégralement. Des combats de tranchées ont traversé le village pendant 10 mois. Razmotte. Un village détruit 2 fois. D'abord par la guerre, ensuite par l'impossibilité de la paix après. La plupart des gens qui font la route des villages morts ne poussent pas jusqu'à Bezonvaux, trop loin dans la forêt. La plupart continuent. C'est tout. Le numéro 3 est le plus connu, le plus étudié, le plus photographié des villages morts de la Meuse. Et pourtant, la plupart des gens qui connaissent son nom ne savent pas ce qui s'est réellement passé ici. Fleury-devant-Douaumont se trouve dans la Meuse, à 4 km au nord de Verdun, sur une crête que le vent du nord balaie en hiver, avec une constance qui donne l'impression que la colline refuse d'être réchauffée. Les croix de la nécropole nationale sont encore là, encore alignées en rangées parfaites sur le versant est, encore en métal gris, encore comptées et recomptées par les conservateurs qui en ajoutent parfois une quand un corps identifié est enfin retrouvé. Ce qui rend Fleury différent de tous les autres villages de cette liste est un chiffre, un seul. Ce qui a suivi la décision d'y concentrer les combats était difficile à croire. Au pic de sa vie, avant 1914, Fleury-devant-Douaumont comptait 422 habitants, une école, une mairie en briques rouges, une épicerie, un café avec une terrasse donnant sur la vallée de la Meuse et des champs de colza et d'avoine, qu'on pouvait voir jaunir depuis Verdun au printemps. Les femmes étendaient le linge sur les haies en été, les hommes rentraient des champs avant l'Angélus, les enfants couraient sur la route de Douaumont pour voir les soldats à l'exercice dans le fort. 1. C'est le nombre de fois que le village de Fleury a changé de main entre le 23 juin et le 18 août 1916. 16 fois, en 57 jours. Laissez ce chiffre s'installer un instant. Cela signifie en moyenne une bataille de reconquête tous les 3 jours et demi sur un territoire de 250 mètres sur 180. Pour un village qui avait vécu 900 ans en paix sur sa colline, voilà comment il a été effacé. 16 assauts, 57 jours, 0 survivant parmi les bâtiments. La borne kilométrique de la route qui traversait Fleury est encore visible dans les herbes,
encore en calcaire, encore gravé Fleury 0 km / Verdun 4 km, exactement là où le cantonnier la plaçait au milieu du bourg. C'est la seule chose debout qui date d'avant 1914. La plupart des visiteurs passent devant sans s'arrêter. La plupart continuent. C'est tout. Le numéro 2 n'est pas dans la Meuse, il est dans la Marne. Et il représente ce que la zone rouge fait quand l'État décide de ne pas maintenir une commune fantôme. Le simple effacement. Ripon se trouve dans la Marne, à 38 km au nord de Châlons en Champagne, dans une dépression de craie blanche que la forêt des Argonnes entoure sur 3 côtés. Un paysage plat, silencieux, que le vent traverse horizontalement sans obstacle depuis la plaine champenoise. La plaque du calvaire est encore là, encore en métal émaillé, encore bleue et blanche, encore avec le nom Ripon en lettres capitales, plantée à l'entrée d'un champ de luzerne où aucune construction n'est visible depuis 1920. Ce qui rend Ripon différent des villages morts de la Meuse est son absence de statut. Ni commune morte pour la France, ni commune fantôme entretenue, ni stèle officielle. Juste un nom sur une carte IGN, une plaque de calvaire et une superficie de 4,2 km² classée zone agricole dans les documents d'urbanisme de la commune voisine qui l'a absorbée. Pour un village qui existait depuis le 7e siècle, voilà ce que l'oubli administratif peut faire. Au pic de sa vie, Ripon comptait 560 habitants, une abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle, dont les ruines étaient encore visibles en 1913, un moulin à vent sur la crête, une sucrerie saisonnière transformant les betteraves de la plaine champenoise et des familles installées depuis des générations sur les terres de la craie. Les betteraves sucrières couvraient les champs à perte de vue en automne. La sucrerie fumait pendant 3 mois. Les ouvriers saisonniers venaient de toute la Champagne. L'offensive allemande d'août 1914 a traversé Ripon en 3 jours. Les offensives de la Champagne de 1915 ont fini le travail. En 1919, la commune a été déclarée zone non reconstruite et fusionnée avec son voisin. Le nom de Ripon n'apparaît dans aucun musée de la Grande Guerre. Aucune association ne se réclame de ses habitants. Aucun livre n'a été écrit sur son histoire. La plaque du calvaire est la seule preuve publique de son existence. Pour un village de 560 habitants qui vivait paisiblement sur la craie depuis 1300 ans, voilà ce que l'oubli administratif fait mieux que les obus. Il efface le souvenir lui-même. La plaque du calvaire a été mise là par un descendant d'une famille de Ripon en 1987. Il avait trouvé le nom sur le cadastre et voulu que quelque chose reste. La plupart des gens qui traversent la Marne sur l'A4 ne connaissent pas le nom de Ripon. La plupart continuent. C'est tout. Non, le numéro 1 n'est pas un village supplémentaire. Le numéro 1 est ce que la France a décidé de faire avec tous ses villages. Et pourquoi cette décision est 100 ans après plus étrange que n'importe lequel des faits de cette liste. Chaque village mort de la Meuse a un maire, nommé par le préfet, non élu, puisqu'il n'y a pas d'habitants pour voter. Chaque maire reçoit une indemnité de l'État. Chaque commune reçoit une dotation de fonctionnement. Chaque conseil municipal tient des délibérations et les archive à la sous-préfecture de Verdun. En 2024, les 8 communes mortes pour la France de la Meuse ont reçu collectivement 847 000 € de dotation publique. Pour 0 habitant. 847 000 €. Laissez ce chiffre s'installer. Un instant. Soit 105 000 € par commune fantôme, plus que le budget annuel de nombreuses communes rurales de la Creuse ou du Cantal avec des centaines d'habitants vivants qui luttent pour garder leur école ouverte. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. La France dépense plus pour maintenir en vie administrativement ces villages morts de la guerre de 1914 que pour maintenir en vie économiquement ces villages qui meurent en silence en 2024. Au pic de sa capacité à honorer ses morts, la France a inventé un système unique au monde. Des communes sans habitants, gérées comme des communes normales, pour que les morts aient encore une adresse officielle,
un registre d'état civil, un titre de propriété sur leur sol. Les 9 mairies des communes mortes de la Meuse reçoivent encore leur courrier officiel. Les délibérations sont encore tapées, encore signées, encore archivées. Les comptes administratifs sont encore rendus au contrôle de légalité de la préfecture. Pour des villages qui n'ont plus eu d'habitants depuis 1918, voilà ce qui reste. Une bureaucratie méticuleuse, obstinée, qui refuse de prononcer la mort de ce qui est déjà mort, parce que prononcer cette mort serait admettre que les morts qui y habitaient n'avaient jamais vraiment existé. Les registres des délibérations des communes mortes pour la France sont conservés aux archives départementales de la Meuse. Ils couvrent, sans interruption, les années 1919 à aujourd'hui, une centaine de volumes reliés. La dernière délibération de chaque commune est datée de ce mois-ci. Signée d'une main, la plupart des historiens de la Grande Guerre ne les ont jamais consultés. La plupart continuent. C'est tout. Ces villages ne reviendront pas. La zone rouge est permanente. Les obus restent. Les morts restent. Et les mairies restent ouvertes, génération après génération, parce que fermer une commune est plus difficile administrativement en France que de la laisser mourir. Il existe d'autres endroits comme cela. Des communes françaises maintenues en vie par des décisions administratives plus anciennes que leurs derniers habitants, dans la Marne, dans l'Aisne, dans le Pas-de-Calais. Si tu connais le nom d'un village de la Grande Guerre qui a disparu sans que personne ne s'en souvienne, laisse-le en commentaire. On l'a peut-être déjà trouvé, on ne l'a peut-être pas encore trouvé.